Plus FM, il est 17h34. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Pascal Gaultier, de son invité. Bonsoir Pascal. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Nous évoquons les élections législatives ce soir. Nous accueillons Grégory Houssin qui est candidat pour l'UPR. L'UPR, c'est l'Union populaire et républicaine. Aux élections législatives dans la deuxième circonscription, c'est celle de Romorantin-Lanthenay. Bonsoir Grégory Houssin. Bonsoir. Bienvenue sur Plus FM ce soir pour évoquer donc cette élection législative. Pas vraiment le temps de souffler, la présidentielle c'était il y a quelques jours, quelques semaines, et là il faut enchaîner avec les législatives. Voilà, il faut tenir tout le monde motivé. On a enchaîné coup sur coup les deux élections, mais c'est comme ça pour tous les partis, donc c'est une période charnière, un petit peu difficile, mais après vous voyez on n'a plus beaucoup d'échéances d'ici 2019, donc c'est la dernière ligne droite pour nous. Oui, vous dites restez motivés. Vous avez été quand même un peu déçu du score de François Asselineau à la présidentielle. Tous les militants et tous les adhérents de l'UPR ont été déçus. On s'attendait à faire un score supérieur. On a, en nombre de bulletins dans l'urne, fait un score qui est largement supérieur aux élections régionales. Néanmoins, grâce au passage média, on s'attendait quand même à faire un meilleur score. Bon, quand même 1516 voix dans le département, 456 dans votre département. Bon, c'est un petit début, mais c'est un début quand même. Voilà, c'est un début quand même. Alors, on essaie de se faire connaître. Voilà, de toute façon, les gens ne votent que pour les gens qui le connaissent. Donc, on essaie de tisser un petit peu un réseau, d'essayer de discuter. Et on a des analyses qui sont difficiles à faire admettre aux gens. Il faut du temps pour y réfléchir, on va dire. Donc, c'est pas toujours évident en quelques semaines de faire adhérer les gens à nos idées. Donc, l'objectif. Peut-être que vous rêvez d'être le prochain député de la circonscription, mais c'est quoi ? C'est de semer encore un peu plus pour récolter plus tard, de continuer à faire passer les idées de l'UPR, essentiellement donc pour la sortie de l'Union européenne. Exactement. Alors l'UPR veut la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais l'objectif en vue, c'est le rétablissement de la démocratie en France. On doit en passer par là, mais on veut rétablir la démocratie. Donc, carrément, c'est un constat sévère. On n'est pas en démocratie en France. Non, on n'est pas en démocratie en France. Le dernier référendum, les Français ont voté non. Le pouvoir en place s'est assis dessus. Voilà, vous avez la plupart des pouvoirs de l'État français qui ont été transférés à d'autres institutions. C'est la réalité. On a transféré le pouvoir monétaire à la Banque centrale européenne, on a transféré le pouvoir judiciaire à la Cour européenne de justice, qui supplante le droit national. Les lois en France, nos chers députés, justement, les 3/4 des lois qui sont votées sont des transcriptions de droit européen. Mais si on vous entend bien, alors c'est pas ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe qui sont au volant en ce moment ? Non, ils ont reçu le 22 mai dernier le rapport des GOPÉ. Alors seul François Asselineau en parle, c'est les grandes orientations des politiques économiques. Voilà, les grandes orientations de politique économique. Alors, c'est le programme de la Commission européenne pour la France. Elle distribue un programme pour chacun des États membres. Donc, pour la France, elle a donné le programme 2017, donc le 22 mai dernier, qui fixera le programme économique et social de la France pour les années à venir. Alors, il y a une question démocratique, mais une question d'efficacité. Finalement, pourquoi elles sont vraiment nuisibles, ces GOPÉ, parce qu'après tout, elles pourraient être pertinentes, justement. Elles peuvent être pertinentes ou être moins pertinentes. Le problème, c'est que ce n'est pas les Français qui décident. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est c'est vivre en démocratie. Pour cela, il faut un pays souverain. Parce que vous pouvez avoir des pays souverains qui ne sont pas des démocraties, mais l'inverse n'est pas possible. Donc, à partir du moment où les gens veulent vivre en démocratie, il leur faut la souveraineté nationale. Il faut que l'État ait toute l'attitude de prendre les mesures qu'il juge nécessaires. C'est pour ça qu'on va élire des représentants de l'État. C'est pour justement prendre les décisions pour lesquelles les Français ont voté. Et on ne vote pas pour la Commission européenne. Les commissaires, on ne les élit pas. On a besoin en même temps de développer des coopérations avec d'autres pays dans tous les domaines de plus en plus. Il y a des échanges nécessaires avec les autres pays. Comment envisagez-vous les choses alors ? Justement, nous on est absolument pour les coopérations internationales, mais pas limitées dans le cadre de l'Union européenne. On veut pouvoir avoir des relations et des échanges dans tous les domaines, mais avec tous les pays du monde entier. C'est d'ailleurs déjà le cas. La France est liée avec les autres pays du monde par plus de 5600 traités. Donc nous, on propose juste de sortir de 3 traités. Voilà. Traité de l'Union européenne, traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui nous fera sortir de facto en même temps de l'euro, et le traité de l'Atlantique Nord. On veut supprimer 3 traités sur les 5300 et quelques qui nous lient au monde entier. Voilà, parce que l'Europe, pour vous, c'est pas la solution, c'est le problème. Et tout découle effectivement de cette soumission, en quelque sorte. Tout découle pas de là, enfin tous les problèmes ne découlent pas de là, mais notre capacité à agir, la capacité du gouvernement à pouvoir répondre aux problématiques de la France est limitée
par l'appartenance à l'Union européenne. Si je veux vous donner un exemple précis, l'an dernier, le gouvernement a voté une loi pour interdire le Roundup. Vous vous souvenez, hein, c'est un pesticide que de nombreuses associations accusent de détruire les pollinisateurs, et qui a été reconnu par une agence de lutte contre le cancer comme un cancérigène probable pour l'homme. Alors depuis, que fait Monsanto? Elle fait pression sur la Commission européenne pour empêcher la France de sortir le décret d'application de cette loi. Voilà. Et peut-être que l'Union européenne empêchera la France d'interdire le Roundup. Ça, c'est un exemple concret. On a une zone agricole quand même importante dans l'Or-et-Cher, donc ça va rejaillir de façon concrète sur la vie de tous les jours. Sur l'échiquier politique, où vous situez-vous? Alors sur l'échiquier politique, sur les dernières élections, on était classé en liste diverses. On n'est pas classé ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite, ni à gauche, ni à droite. On est classé ni au centre, ni au centre non plus. D'ailleurs, nous on aime à dire qu'on est au milieu des Français. D'ailleurs, si vous regardez les profils des candidats, on a 574 candidats et autant de suppléants. Vous avez de tout. Voilà, on a une parité homme-femme quasi parfaite. Vous avez autant des étudiants que des retraités, des artisans, des commerçants, des médecins et des chômeurs. On essaie d'avoir une belle représentation de la société. Mais c'est exactement ce que devrait être le Parlement, finalement. Ouais. Et qu'est-ce qui vous distingue particulièrement de tous les autres candidats, vous, Grégory Houssin, justement? Qu'est-ce qui me distingue? Je sais en dehors pas. du fait que vous êtes sapeur-pompier, vous avez un métier qu'en ce moment, vous avez autre chose à faire aussi que de la politique, alors que certains ne font que ça, toute la journée. Alors, qu'est-ce qui pourrait me distinguer d'autres candidats? Votre casier judiciaire vierge, Voilà, évidemment. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a demandé à tous les candidats. L'Union populaire républicaine a demandé à tous ceux qui voulaient être investis de présenter un casier judiciaire vierge. Et c'est ce qu'il faudra. Je veux dire, moi, pour être sapeur-pompier, on a exigé que j'ai un casier judiciaire vierge. Si vous voulez être policier dans tout un tas de professions, on l'exige. Alors pourquoi pas pour être député ou pour être ministre ou enfin, c'est la base des choses normalement. Enfin, les politiciens sont quand même plutôt honnêtes, normalement. Ah, alors là, il faut demander aux Français ce qu'ils en pensent. Alors justement, on en parle en ce moment, puisque le premier chapitre d'Emmanuel Macron, c'est la moralisation de la vie politique. Là, vous dites quand même, c'est nécessaire. Oui, là, c'est absolument nécessaire. Si on revenait 40 ans en arrière, sous De Gaulle, sous Pompidou, les affaires, elles étaient très très rares. Finalement. Ou elles étaient cachées. Elles étaient peut-être moins connues, elles mais sortent plus facilement. Ouais. Pas forcément. Il y avait des journalistes qui faisaient des travaux d'investigation. Et, sous De Gaulle, par exemple, il y a eu un seul ministre. Le canard enchaîné existe depuis plus d'un siècle. Oui, voilà, c'est ça. Et, disons que ça s'est on a l'impression que ça s'accélère pas mal au fil des années. Les affaires, elles sortent de plus en plus fréquemment, de plus en plus souvent, et ça devient un problème parce que les Français perdent de plus en plus confiance dans la vie politique. Mais cette moralisation, cette clarification, ces nouvelles règles du jeu peuvent peut-être permettre aussi demain à des partis comme vous, des gens comme vous, d'émerger, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu toujours les mêmes que l'on le retrouve pendant des années, des mandats et des mandats. Ce sera aux Français de choisir, c'est toujours pareil, c'est lors des élections qu'ils font leur choix, ils doivent faire un choix éclairé, réfléchir en conscience, parce que les députés qui vont élire, ils ont le pouvoir de renverser le gouvernement, de voter une motion de censure. Quand ils votent pour le président de la République, il faut pas oublier qu'ils votent pour quelqu'un qui détient l'arme nucléaire. Enfin, c'est vraiment des sujets importants. Il faut prendre le temps vraiment de peser le pour et le contre. Vous savez, les Français, ils peuvent passer des heures sur Internet pour trouver un super plan pour acheter un smartphone à bas prix. Eh ben, ils devraient passer autant de temps pour réfléchir à l'avenir de leur pays et en conscience voter pour ceux qu'ils jugent le plus aptes à diriger leur pays. Ça n'a pas échappé à François Asselineau, upr.fr. Il y a beaucoup de connexions. Vous êtes beaucoup appuyé sur les réseaux sociaux, sur les médias et sur Internet, justement, pour vous lancer. Vous avez vu, on n'a pas beaucoup d'espace médiatique dans les grands médias nationaux. Et la grande force de l'UPR, ça a été son site Internet et les vidéos en ligne, en fait. On a le site Internet le plus visité de France, de tous les partis politiques. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître. La grande majorité des adhérents, et moi-même d'ailleurs, on a découvert l'UPR via Internet. On a pris le temps de regarder en ligne les conférences de François Asselineau, les analyses. Et c'est comme ça que s'est développé le mouvement, essentiellement. Vous avez combien d'adhérents dans le département ? Dans le département, il y a 92 adhérents aujourd'hui. Et au niveau national, il y a 28 000 adhérents à l'UPR. Voilà, donc c'est déjà un noyau qui n'est pas négligeable parce que
Vous savez, les grands partis politiques n'ont pas non plus des centaines, ni des milliers d'adhérents. Donc, c'est sur ce noyau-là que vous voulez vous appuyer dans les jours, dans les semaines, dans les mois, les années à venir pour faire grandir l'UPR? Voilà, exactement. On s'appuie là-dessus. Et là où on a aussi une force, c'est qu'entre le nombre d'adhérents et le nombre de militants, on a un gros taux de conversion. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'adhérents qui deviennent militants et qui, ne serait-ce que sur Internet, autour d'eux, dans leurs connaissances, leurs familles, leurs amis, parlent de l'UPR. Et ça nous aide beaucoup à faire le bouche à oreille, nous aide beaucoup à faire accroître notre notoriété. C'est un média très efficace, le bouche à oreille. Oui, mais c'est aussi ce qu'on fait. Vous savez, quand on va sur les marchés discuter avec les gens, on distribue pas des tracts à la volée. On essaie de discuter avec les gens, de débattre avec eux. On a le droit de pas être d'accord, hein. On a le droit, mais au moins d'en parler. Vous voyez, ça fait 25 ans qu'on a depuis le traité de Maastricht. Est-ce qu'on a le droit de faire un bilan? Voilà. Où est-ce qu'on va? Tirons les enseignements. Combien ça a coûté? Est-ce que les gens sont satisfaits? Est-ce qu'on a le droit de remettre ça en cause ou pas? Et ben voilà. Et je pense qu'on pourrait en discuter. Et comment êtes-vous accueillis justement en ce moment en campagne sur les marchés lorsque vous allez à la rencontre des gens, distribuer donc vos documents? Alors en général, on est très bien accueillis. Les gens sont très ouverts. Ils aiment discuter. Donc après, ça préjuge jamais des résultats, hein, parce qu'on l'a vu au niveau des présidentielles, c'était pareil, on a toujours été très très bien entendus, les gens nous accueillent très bien, mais après, dans le secret de l'isoloir, les choses sont tout autres. Il y a de la concurrence, vous êtes 12, je crois, sur cette circonscription. Oui, on est 12 dont certaines pointures, donc évidemment, tailler sa place, ça va pas être évident. Ouais. Votre suppléant est Patrick Charin. Qui est-il, Patrick Charin? Alors Patrick Charin, il est retraité, il était enseignant, il était professeur d'anglais sur Romorantin. Voilà. Donc il m'aide pas mal parce qu'il a une expérience de la vie qui est plus grande que la mienne, bien sûr, et il est très posé et souvent de bons conseils. Alors donc là, l'objectif, c'est de faire évidemment le plus de voix possible. Chaque voix comptera donc sans doute dans cette élection. Ça veut dire que vous aurez forcément un poids, une influence. Vous y pensez? Comment allez-vous l'utiliser, cela, par exemple, pour le deuxième tour? Alors, l'influence pour le deuxième tour... Oh, passons déjà le premier. Ouais. Voilà, c'est difficile de parler du deuxième tour en ne sachant pas du tout quel sera le résultat du premier. Oui, effectivement, chaque voix compte. Mais c'est pour tous les partis, hein, si on veut rester particulièrement factuel. Ces élections sont importantes pour tous les partis politiques parce que c'est celles qui permettent de définir aussi le financement, l'accès au financement public, et ça c'est très important. Aujourd'hui, nous, l'UPR ne vit que des dons de ses sympathisants et de ses adhérents. Vous voyez, toutes ces élections-là, on a dépensé peut-être 1 million d'euros pour les élections présidentielles, à peu près autant pour les élections législatives, parce qu'il y a énormément de travail d'impression, de tous les tracts sont à la charge des partis, tous les bulletins de vote également. Tout ça, ça coûte très cher. Il faut un siège de campagne, il faut des salariés pour travailler dessus. Ils travaillent presque H24 en ce moment. Tout ça coûte très cher. Et suite aux élections législatives, toutes les voix, chaque voix rapportée pour tout parti qui fera plus de 1% sur 50 circonscriptions en France. Si vous avez 50 candidats qui dépassent l'1%, vous accédez au financement voilà, public. C'est ça. C'est un enjeu matériel et vital en même temps. C'est vital pour tous les partis politiques parce que quand vous vivez que des dons et que l'année suivante, vous recevez, je ne sais pas, je vais vous dire un chiffre au hasard, 1 million d'euros par an, ça change tout. Ça change tout parce que vous pouvez avoir un siège de campagne permanent, des salariés et notamment un président qui peut s'adonner à sa tâche, pas seulement sur ses temps de loisirs, mais tout le temps. Et donc ça va évidemment nous aider à nous développer. Donc on peut voir ça sur l'angle financier, mais finalement c'est un enjeu démocratique. Voilà, c'est un enjeu démocratique. Et puis si on pouvait avoir quelques députés, on pourrait obliger à apporter le débat sur certaines problématiques qui nous touchent beaucoup, justement, sur les problèmes de la démocratie, de la souveraineté, tout ça. C'est vraiment, il faudrait qu'on puisse avoir des débats là-dessus, que des questions soient posées au niveau de l'Assemblée nationale, des questions qui soient portées devant les Français, et c'est vraiment important aujourd'hui. Les premiers pas d'Emmanuel Macron, quel jugement, quelle appréciation portez-vous sur son élection? Alors, il va falloir attendre. Il va falloir attendre de voir ce qu'il va proposer. Nous, ce qu'on sait, c'est que le programme de M. Macron, ça va être les grandes orientations de politique économique. Donc, on sait ce que ça va donner. C'est Vous êtes un peu l'antithèse de lui. Hein, oui, complètement, parce que finalement, ce sera la continuité du programme de M. Hollande. C'est tout simplement. Donc, les Français ne voulaient plus de François Hollande. Ils vont avoir Emmanuel Macron, mais malheureusement, ils auront exactement la même politique, sans doute même en pire, parce que lui, il a annoncé qu'il serait le parfait garant des institutions, donc il appliquera à la lettre les recommandations de l'Union européenne. Donc si les Français veulent savoir,
exactement ce qui les attend. Il leur suffit de lire le rapport des grandes orientations de politique économique, qui décrypte un petit peu la novlangue bruxelloise, parce qu'elle ne va pas vous dire clairement qu'il faut supprimer le CDI, mais pas, voilà, faut savoir lire entre les lignes. Mais on l'a fait. Si les gens vont sur le site upr.fr, ils pourront voir l'analyse qu'on fait du document d'Égopé et savoir ce qui nous attend, la hausse de la TVA, la baisse des retraites. Et vous, etc. vous avez des préoccupations sociales importantes. Vous avez évoqué le code du travail, vous évoquez le niveau des retraites. Vous craignez effectivement des atteintes effectivement à certains acquis peut-être sociaux? Oui, c'est ce qui va se passer, c'est sûr. On est on est certain. C'est ce qui va se passer parce que pour défendre ce modèle qui nous occupe actuellement, la Commission européenne considère que la France dépense trop, donc il y aura sans doute encore des baisses de dotation sur les collectivités territoriales. Est programmée la fin des départements. Alors est-ce que ce sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas, mais ce sera la disparition des départements, le transfert des compétences aux régions qui deviendront des euro-régions directement financées par Bruxelles, et petit à petit la disparition de la nation française finalement, sans qu'on ait à aucun moment demandé aux Français s'ils étaient d'accord avec ça. Voilà, et donc il y a du pain sur la planche. Voilà. On a d'abord un gros travail d'information pour que les gens comprennent ce qui se passe déjà. Bon, les grands médias nationaux ne vous invitent pas assez, mais enfin vous avez l'adresse, le numéro de téléphone des médias locaux. Profitez-en. Voilà, exactement. On est toujours très bien reçus dans les médias locaux et heureusement, ça nous permet de nous faire connaître un petit peu et puis on va à la rencontre des Français sur les marchés ou même en faisant du porte-à-porte. Ouais, mais c'est difficile d'organiser, de faire vivre une vie militante aussi. Ça demande beaucoup d'investissement personnel. Voilà, la plupart d'entre nous, travaillons, donc on fait ça sur nos temps de loisirs. Et c'est pas toujours évident, hein, ça nécessite beaucoup de temps. Et ben, on va continuer comme ça. Ouais, vous êtes sapeur-pompier, sauver des vies, c'est pas facile, mais sauver la France, c'est aussi difficile. Hein. Voilà, oui, sauver la France, c'est une autre paire de manches, mais on va faire de notre mieux. Merci Grégory Houssin d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes candidat sur la 2e circonscription. Sur la 1re circonscription, donc c'est Rémi Menot. Et sur la 3e circonscription, c'est Madame Évêque. Hein. Oui, Madame Catherine Évesque. Voilà, donc rappelons aussi les noms de ces candidats. Merci, bonne journée. L'émission, on la retrouve en podcast sur le site plusfm.com. D'accord. À bientôt. Au revoir.